Koufra est une oasis au cœur du désert du Sahara, tenue par une unité italienne retranchée dans un fort. Encerclée par 300 soldats de la France libre, elle capitule ce 2 mars 1941. Son chef s'adresse alors à ses hommes. « Jurez de ne déposer les armes que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » 8 mois après la défaite de la France en 1940, ce serment peut paraître complètement fou. Mais l'homme qui a prononcé cette phrase n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Leclerc, de son vrai nom, Philippe de Hautecloque. Et les 300 hommes qu'il commande forment l'embryon de ce qui deviendra la plus célèbre unité française de la guerre, la 2e division blindée. Depuis le débarquement du 6 juin 1944, toutes les divisions alliées qui viennent renforcer le front de Normandie débarquent sur les plages, car aucun port n'a encore été sécurisé. Le 1er août, au large d'Utah Beach, 14 000 hommes aperçoivent la côte française. Ils n'ont pas revu leur pays depuis 4 ans. 2 mois après le débarquement, les hommes de la 2e division blindée brûlent de participer au combat pour libérer la France, un combat qu'ils attendent depuis des mois. Entièrement équipée par les Américains, la division, outre ses 14 000 hommes, dispose de 36 chars M10, de 85 chars légers M3 et de 165 chars Sherman qui constituent son fer de lance. Elle peut compter également sur plus de 600 half-track, 80 canons autopropulsés et une centaine de jeeps. Les divisions blindées sont les unités phares de la Seconde Guerre mondiale. Totalement autonomes, elles sont chargées d'exploiter les percées de l'infanterie et de s'infiltrer en profondeur dans les défenses ennemies. Le chef de la 2e DB n'a que 41 ans, mais il connaît parfaitement son affaire. Le général Leclerc a changé son nom pour éviter que sa famille, restée en France occupée, ne subisse des représailles. Fait prisonnier en 1940, il est parvenu à s'évader et à rejoindre De Gaulle à Londres dès le mois de juillet. Diplômé de l'école de guerre, c'est un officier brillant, énergique, toujours porté sur l'offensive. Il va vite faire l'admiration de ses collègues alliés, Patton et Montgomery en tête. Mais surtout, il va réussir à faire de cette unité très disparate, composée de Français de tous bords, une troupe motivée et homogène. Parmi eux, un jeune comédien, Jean Marais, et un certain Jean Moncorgé, plus connu sous le nom de Jean Gabin, chef de char, qui présente à ses camarades sa compagne, la chanteuse et comédienne Marlène Dietrich. À peine débarquée, la division est lancée dans la bataille de Normandie. Après 2 mois de durs combats dans le bocage normand, les Alliés sont parvenus à encercler la 7e armée allemande dans la poche de Falaise. La 2e DB est le fer de lance de l'attaque alliée vers le nord. Le 12 août, Leclerc prend Alençon, surprenant les défenses allemandes. C'est la tactique qu'il reprendra à plusieurs reprises et qui fera son succès. Attaquer là où l'ennemi ne l'attend pas, utiliser à fond l'effet de surprise et la vitesse d'exécution. L'unité poursuit vers Argentan, tandis que les Allemands parviennent à s'extraire de la poche de Falaise, au prix de terribles pertes et de l'abandon de la plupart de leur matériel. Dès lors, Leclerc tourne ses yeux vers Paris. Le front allemand est disloqué, ses troupes sont en fuite. Le général est convaincu de pouvoir prendre la capitale par un raid audacieux de 200 km. Mais l'état-major allié souhaite contourner Paris pour pouvoir détruire les troupes allemandes en fuite. Qu'à cela ne tienne, Leclerc est prêt à désobéir ouvertement à ses supérieurs. Ses hommes stockent du carburant sans autorisation, allant jusqu'à voler des jerrycans aux Américains. Mais le 18 août, Paris se soulève.
La situation stratégique a changé. Il est possible de prendre Paris par un coup de main, car elle n'est tenue que par une faible garnison, harcelée par la résistance. De Gaulle parvient à convaincre le supérieur de Leclerc, le général Bradley. Celui-ci revient à son quartier général, où l'attend Leclerc, qui trépigne d'impatience. À peine a-t-il reçu l'autorisation de foncer sur Paris, qu'il se précipite dans sa Jeep pour rejoindre la division. Il a mis au point son plan plusieurs jours à l'avance. La 2e DB peut donc partir immédiatement, ce 22 août. L'opération est risquée. Leclerc ne bénéficie d'aucun soutien aérien. Son unité sera seule en pointe, totalement isolée. Mais il compte à nouveau sur l'effet de surprise et la vitesse. Les 14 000 hommes se lancent dans une course de 200 km. Les véhicules ne sont autorisés à s'arrêter que pour faire le plein de carburant. Malgré la fatigue, les pilotes de chars avancent jour et nuit, dopés par la perspective de libérer Paris. Au fur et à mesure de leur avancée, les soldats français croisent des civils qui les prennent pour des Américains. L'enthousiasme populaire redouble lorsqu'ils découvrent qu'ils sont français. En tête de la division, la 9e compagnie du capitaine Raymond Dron, surnommée la Nueve, en raison du nombre important de républicains espagnols dans ses rangs. Le 24 août, elle traverse la banlieue sud de Paris, brisant tous les pôles de résistance allemands. En fin d'après-midi, elle entre dans la capitale par la porte d'Italie. Les soldats dans leurs chars et leurs half-track, muets d'émotion, aperçoivent alors au loin la tour Eiffel. Le capitaine Dron fait avancer sa colonne à toute vitesse vers le centre, et à 21 h, il atteint l'hôtel de ville, où il est accueilli par Georges Bidault, président du Conseil national de la résistance. Mais les Allemands continuent de résister, et la colonne Dron doit attendre l'arrivée du reste de la division. Celle-ci arrive en force le lendemain et nettoie les derniers foyers de résistance. Le lieutenant Henri Karcher pénètre dans l'hôtel Meurice, où se trouve le QG allemand, et fait prisonnier son chef, le général von Choltitz. Celui-ci est amené à la gare Montparnasse, où Leclerc a établi son poste de commandement. La reddition de la garnison allemande est signée peu de temps après. Dès lors, les Parisiens peuvent laisser éclater leur joie. Leclerc et la 2e DB ont réussi leur pari. L'affront de 1940 est lavé. Mais le regard du général est déjà tourné vers l'Est. Toutes les armées alliées se lancent à la poursuite des Allemands, qui se replient à toute allure dans une panique indescriptible. Les Britanniques remontent le long des côtes de la Manche et libèrent Bruxelles à la mi-septembre. Les Américains, sous la conduite de la 3e armée du général Patton, foncent vers la Lorraine. La 2e DB, qui se bat sous les ordres du bouillant général américain, quitte Paris le 8 septembre. Le 13, à Dompierre, près d'Épinal, elle se heurte à la 112e Panzerbrigade et ses redoutables chars Panther. Une nouvelle fois, Leclerc manœuvre parfaitement son unité, attaquant par surprise sur les flancs. Avec l'aide de l'aviation alliée, il cloue au sol l'unité allemande, détruisant 2 tiers de ses blindés. La 112e Panzerbrigade disparaît purement et simplement de l'ordre de bataille allemand. Alors que rien ne semble pouvoir arrêter la déferlante alliée, les premières difficultés surviennent. Le ravitaillement en carburant est de plus en plus difficile, car il provient encore des plages normandes, alors qu'aucun grand port n'a été remis en état. L'avance alliée
ralentit considérablement. Leclerc doit s'arrêter au pied des Vosges au mois d'octobre et constituer des stocks avant de pouvoir repartir à l'assaut. En attendant, il se soucie de la logistique et du bien-être de ses hommes. À la 2e DB, officiers et soldats sont logés à la même enseigne. Ils mangent ensemble, se battent côte à côte, il n'y a pas de privilège. Le général, soucieux d'épargner le sang de ses hommes, est vénéré par ceux-ci, qui se disent prêts à le suivre n'importe où. Mais il est obsédé par son objectif. Devant lui se dresse le massif des Vosges, et au-delà, l'Alsace et Strasbourg. Une fois de plus, il va monter une manœuvre audacieuse. Il sait que les Allemands sont positionnés au niveau des principaux points de passage. Il décide donc de faire passer sa division par le col du Dabo, réputé infranchissable. Afin de mieux surprendre les Allemands, il laisse filtrer dans la presse que de nombreux soldats vont partir en permission et que la 2e DB est au repos. Puis il envoie ses hommes du génie déblayer les mauvais chemins qui mènent au col. Ceux-ci mettent des rondins sur les passages les plus difficiles pour permettre aux chars de passer. Le 20 novembre, la 2e DB s'élance. La traversée des Vosges est laborieuse et rendue difficile par le mauvais temps. Mais vaille que vaille, tous les véhicules réussissent à passer le col. Puis c'est la descente, tout aussi difficile. Le 21, la division débouche sur la plaine d'Alsace. Devant elle, le vide. Les Allemands ont été totalement surpris. Le général ordonne immédiatement de foncer sur la capitale alsacienne. La division traverse en une traite la plaine d'Alsace. Le 23 novembre, les Français prennent les forts qui entourent la ville. En quelques minutes, la population de Strasbourg, apprenant la nouvelle de l'arrivée des Français, envahit les rues pour accueillir ses libérateurs. Comme à Paris, c'est une liesse populaire sans précédent. Le 25 novembre, le drapeau tricolore est hissé sur la cathédrale. Le serment de Kouffra a été tenu. Ce pari fou, impensable, Leclerc et ses hommes l'ont accompli. Ils entrent dans la légende. Début janvier 1945, la dernière offensive d'Hitler dans les Ardennes belges a échoué. À l'est, les soviétiques attaquent en Pologne et parviennent fin février à moins de 70 km de Berlin. Partout, l'armée allemande se désagrège. En mars, les Alliés franchissent le Rhin et entrent en Allemagne. La 3e armée du général Patton est chargée de se diriger vers le sud et d'envahir la Bavière. En pointe de l'attaque, la 2e DB. Leclerc lui fait franchir le Rhin au mois d'avril. Immédiatement, les chars français se lancent dans une course effrénée. En 24 heures, le Danube est atteint. Poursuivant son avancée vers Munich, la division entre dans le camp de Dachau. À l'instar de leurs camarades alliés,
les Français découvrent l'horreur du système concentrationnaire. Ces rudes soldats, qui combattent depuis 9 mois, sont bouleversés par ces images d'horreur, qui les hanteront jusqu'à la fin de leur vie. La 3e armée continue son avancée en direction des Alpes, afin de faire sa jonction avec les troupes alliées venues d'Italie. Toutes les unités sont désormais obsédées par la prise de Berchtesgaden, où Hitler avait installé son lieu de villégiature. C'est une véritable course entre les unités qui se déclenchent pour y arriver en premier. Le 4 mai, la 3e division d'infanterie américaine arrive la première à la villa du Berghof, incendiée par les SS. Mais c'est un détachement de la 2e DB qui arrive le premier au Nid d'Aigle, situé à 1800 mètres d'altitude. Les Français s'emparent du chalet où Hitler a préparé pendant des années les plans qui firent trembler le monde. Ultime symbole de l'extraordinaire épopée de la division, le drapeau français est tissé sur le Nid d'Aigle. C'est l'aboutissement d'une chevauchée débutée 9 mois plus tôt. De la Normandie jusqu'aux Alpes, la 2e DB a accompli une véritable charge de cavalerie de plus de 2000 km. Lors de cette chevauchée, elle a mis hors de combat plus de 12 000 soldats allemands, fait 15 000 prisonniers et détruit près de 120 chars. Le 18 mai, les 4000 véhicules de la division défilent une dernière fois sur l'aérodrome d'Augsbourg pour rendre hommage à ces 1687 morts. De Gaulle s'est déplacé en personne pour saluer la glorieuse unité. Leclerc, appelé vers de nouvelles fonctions, s'adresse une ultime fois à ses hommes. Officiers, sous-officiers, soldats de la 2e division blindée. Aujourd'hui, je viens vous faire mes adieux. Je vous quitte, et je ne quitterai pas l'insigne de votre division. Je le conserverai, ce sera ma plus belle décoration. L'émotion étreint les 14 000 soldats de la 2e DB. Ces frères d'armes, qui ont vécu, souffert et combattu côte à côte pendant des mois, savent qu'ils vont bientôt se séparer. Ils resteront liés à jamais par ce serment prononcé 4 ans plus tôt, un serment auquel ils étaient les seuls à croire, alors que le monde s'écroulait autour d'eux.